Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast sur l'immobilier commercial, multilogement, terrain. On va parler bien sûr de mindset, on va parler d'entrepreneuriat parce que d'abord et avant tout, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Et on unit aussi un aspect très important de l'immobilier qui est le financement. Le financement qui est vraiment sur toutes les lèvres. C'est un sujet que je dis chaque fois qu'on fait des masterminds, chaque fois qu'on fait des entrevues ou des vidéos sur ça. Écoute, c'est rempli de questions, c'est rempli d'oreilles attentives. Les gens sont vraiment attentifs à ça parce que c'est ce qui fait qu'on est capable d'avancer. C'est grâce au levier financier. Et pour parler de financement, aujourd'hui, on a quelqu'un de vraiment important, quelqu'un qui travaille chez PMML. Alexandre Boisvert, ça va? Oui, ça va bien, toi, Sam? Yes, ça va bien, merci. Ça va? Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Good. J'ai fait venir plusieurs courtiers hypothécaires sur le show. Et puis, chaque fois, on en apprend. On apprend des choses nouvelles. Chaque fois, vous avez votre parcours qui est différent. Vous avez souvent une niche qui est différente des autres. Vous avez toutes vos petites particularités, mais une chose est sûre, c'est que vous avez toute votre raison d'être. Effectivement. Et puis, moi, j'aimerais ça que tu nous parles d'entrée de jeu parce que les gens apprécient beaucoup savoir, tu sais, c'est qui l'humain en arrière de ça? En arrière de... C'est de cette bébite de courtier hypothécaire. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Alexandre Boisvert, tu es chez PMML depuis quelques années? Oui, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis chez PML. Quand même? J'ai fait 9 ans que je suis dans le domaine comme courtier. J'ai débuté comme analyste dans une autre firme précédemment. J'ai fait 4 ans là. Un analyste, ça fait quoi? Dans le fond, c'est moi qui montais les dossiers. C'est moi qui s'assurais de la diligence dans le dossier, s'assurer que toute la documentation est correcte, qu'on a toute la documentation aussi. Monter ce que nous, on appelle la brochure, là, qui est le dossier de financement total avec toute la documentation. Faire aussi les analyses de financement, ce qu'on appelle les pro-forma, les valeurs économiques, ces affaires-là. Fait que c'est moi qui s'occupais de ça pour un autre courtier qui est maintenant encore qui est lui aussi chez PMML aujourd'hui. Je m'ai fait rentrer dans le domaine il y a 9 ans, qui est un ami... que tu travailles avec, là, en ce moment. On n'est pas dans la même équipe, mais il a sa propre équipe chez PMML aussi. Pour faire un peu de pouce là-dessus, quand je suis arrivé chez PML, je suis arrivé avec mon partenaire Christian. Oui, c'est ça. C'était un package deal. Les deux venaient ensemble. Les deux, on partait de la même place aussi. On était les 2 et 3e courtiers hypothécaires qui arrivaient chez PML. Puis, au départ, on était 26. C'est-à-dire qu'incluant Patrice et Sana, plus moi et Christian, il y avait 26 personnes dans l'entreprise. Maintenant, c'est quasiment 10 fois ça. On est rendu pas loin de 200, je me trompe pas. C'est TenX. Donc, là, on parle de cette évolution-là en à peu près 5 ans. OK. Donc, ça fait 5 ans que je fais ML, 9 ans que je fais ça comme profession. Puis avant ça, ben, j'étais aux études, mais j'ai eu plusieurs, 2-3 postes dans la vente, dont la vente de produits de téléphonie cellulaire. OK. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Beaucoup de courtiers que je parle qui sont issus de... Tu sais, on est dans la vente, là. On est des courtiers immobiliers, hypothécaires, tout ça. Au final, on vend un service. Effectivement. Puis beaucoup de gens que je parle, justement, ils vendaient des cellulaires ou faisaient du porte-à-porte pour vendre, je sais pas moi, quelque chose de très utile, sûrement. Des balayeuses. Non, mais effectivement, je pense que la vente, surtout dans le domaine dans lequel on est, oui, il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup de gestion. Pas seulement de personnel, mais de gestion des relations. Mais la vente, avant tout, c'est ça. C'est de prendre soin de l'autre. Exact. Donc, c'est une excellente école pour lorsque tu veux te lancer dans le courtage. Oui, il y a beaucoup l'aspect technique du courtage, surtout dans l'hypothécaire, avec les chiffres, la SCHA, ce qui est impliqué, les institutions financières, les différents intervenants. Mais au bout de la ligne, je pense qu'à chaque étape, on doit se vendre ou on doit vendre quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. J'étais dans un autre podcast, justement, avec un de tes partners. Puis on parlait justement de valeur ajoutée, justement, de ça. C'est le courtier hypothécaire, surtout dans le marché d'aujourd'hui. Tu sais, il y a tellement en tout cas, dans le commercial, il y a tellement de technicalités, il y a beaucoup de programmes qui changent. Il y a tellement de niches aussi. Effectivement. Tu sais? Je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment ou il n'y a pas un moment aussi opportun
qu'en ce moment que de faire affaire avec un courtier hypothécaire. C'est que là, je prêche un peu pour ma paroisse. Là. C'est correct, on est là pour ça. On parle beaucoup d'expertise puis d'expérience, mais juste le fait d'être à jour en ce moment parce que tout bouge. Ah, c'est fou. En 9 ans, j'ai jamais vu autant de mouvements dans le marché que dans les derniers 2-3 ans. Donc, d'être accompagné d'un courtier ou d'une équipe de courtiers qu'à chaque jour sont là-dedans, qui se tiennent au courant. Ben oui. Ça va tellement vite que c'est sûr que une partie de la valeur ajoutée est là à 100 000 $. C'est ça. Puis qui font des dossiers réels, day-to-day, puis justement qui vivent des situations où ils sont capables qu'il faut qu'ils se revirent sur une scène, il faut qu'ils soient créatifs, qu'ils vivent les dossiers. Oui, effectivement. On a beaucoup de... Ça arrive souvent, tu as sûrement déjà entendu comme courtier immobilier, la fameuse phrase « Ah ouais, mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça » ou « Dans mon autre dossier, c'était pas comme ça ». Effectivement, au volume de dossiers qu'on fait par année, nous, on en voit toutes les couleurs. Puis des fois encore aujourd'hui, on vit des premières parce que tout change. C'est ça. Tu sais, à un certain point, même pour nous, des fois, c'est dur à juger parce que on n'a jamais vécu cette situation-là parce que, exemple, la SCHL change de position, change son fusil d'épaule, les prêteurs n'ont plus d'appétit pour X, Y raison ou ils ont restreint ou augmenté leurs restrictions sur leur politique interne. C'est ça. Ça, c'est à tous les jours. Oui, parce que les autres, finalement, les prêteurs, à la fin de la journée, ils gèrent du risque. Là, ils gèrent du risque. SCHL, c'est juste de la gestion de risque. C'est ça, c'est ça. Ben, même un prêteur, exemple, une banque, tout ça, puis je l'entends souvent, la banque, ils n'ont plus de fonds, mettons. Pas qu'ils n'ont plus de fonds, là, on ne peut pas dire que la banque n'a plus d'argent, là, mais façon de parler, ou ce type d'actifs-là, ben, ils n'en font plus. Exact. Ça l'arrive. Là. Fait que là, souvent, c'est cyclique. Ah, c'est ça. Puis même pour aller plus loin, des fois, tu vas avoir des succursales d'une banque X qui va dire, ben moi, mon portfolio pour ce type d'actifs-là. Exemple, ce qu'on voit en ce moment, c'est le retail, ce qu'on appelle, dans le fond, des mailles ou des centres d'achat, si on veut. Peu importe la taille, ben, nous, le retail, notre portefeuille est plein. Leur portefeuille est plein, ce que ça veut dire, c'est que notre niveau de risque par rapport à ce type d'actifs-là, il est à son maximum, donc on n'en veut plus dans notre portefeuille. Oui, c'est ça. Puis que tu sois un petit moins investisseur ou un très grand investisseur de ce monde, ça ne changera pas. Non, c'est ça. Leur politique, c'est ça, c'est fermé. On a atteint nos chiffres, on ne prête plus pour ce type d'actifs-là. On prend plus de risque. C'est ça, exactement, c'est ça. Exact. Et puis, là, tu fais quoi? Tu t'en reviens d'abord? Le gars, il a besoin d'un financement pareil. Là. Exact. Il faut toujours trouver une solution. C'est sûr que tu as différents types de transactions. Tu as transactions d'acquisition, transactions de refinancement. Donc, dépendamment où est-ce que tu en es, soit dans les délais, peu importe, tu n'as pas le choix. Il faut que tu trouves une solution. C'est ça. Tu es la personne qui est là pour ça. Donc, le moins possible, le moins souvent que ça arrive, le mieux c'est. Mais c'est sûr que dans un dossier, à un moment donné, ça va arriver. Donc, d'avoir quelqu'un, justement, qui a les ressources pour pouvoir amener ton dossier ailleurs, trouver une solution, ben, ça peut tout changer, là. Ah oui, c'est sûr, absolument. Puis vous le faites bien, je le vois souvent, là, vous êtes tout le temps en mode solution. On arrive avec des balles courbes, puis vous êtes bon baseball, là. Exact. Pour prendre notre analogie, on est les meilleurs pompiers qui existent, là. Ouais, aussi. On éteint des feux tout le temps, notre job, c'est ça, là. C'est ça. Ouais, vous êtes toujours en train d'éteindre des feux, puis des feux, on en a toujours dans la transaction. Les actifs que tu as en ce moment, là, qui occupent ton attention, principalement, as-tu un peu de commercial? Parle-moi un peu des actifs qui attirent ton attention dans le marché actuellement. Oui, c'est sûr que la construction neuve, c'est un marché qui est intéressant pour pas mal tout le monde. Puis on entend beaucoup parler parce qu'il y a la crise du logement en ce moment, bien évidemment. Fait qu'il y a une grosse opportunité qui est là. On en gère beaucoup au sein de l'équipe. Beaucoup de commercial aussi, mais surprenamment, c'est surtout le commercial industriel. Donc, les actifs industriels, je dirais de moyenne taille, si on veut. Là. On parle peut-être là, du 2 à 8 millions à peu près. Le marché a été extrêmement, extrêmement chaud. Tu l'as peut-être vécu aussi là, dans les 2 dernières années. Ça s'est résorbé un peu. Là, quand on dit chaud, c'est que les créanciers en voulaient. Puis durant la pandémie, mais tout ce qui était les petites entreprises cherchaient à se relocaliser ou même les plus grandes entreprises diminuaient. Diminuaient le pied carré. Exactement, leur surface de location parce qu'ils perdaient des employés ou il y avait des employés qui allaient en... le fameux télétravail, là. Exactement. Qui a vraiment changé un peu la face du commercial. Là. Exact. Donc, avec cette avenue-là, tous ces changements-là qu'il y a eu,
Ben, présentement, on deal avec beaucoup d'industriels. Ça fonctionne encore bien. Les prêteurs en veulent encore. OK. Un petit peu moins excités que là, peut-être là, 1 an et demi, 2 ans. Mais on a quelques dossiers en ce moment intéressants pour ça. OK, OK. C'est bon. Le taux d'intérêt, tu as affecté un peu le commercial, l'industriel? Souvent, dans ce milieu-là, ils sont habitués avec des taux qui sont plus élevés. Oui. Dans le résidentiel, là, tout le monde a figé comme un chevreuil. Là. Effectivement, ben, la réponse, c'est oui et non. C'est toujours oui et non parce que, un peu comme dans le résidentiel, les taux ont augmenté aussi. Cependant, la commotion était moins grosse. Elle était moins grande. Pourquoi? Parce que les paramètres de financement se sont améliorés, si on veut, ou se sont améliorés au sens que les prêteurs étaient prêts à aller avec un amortissement un petit peu plus long. Ils étaient prêts à donner des meilleurs termes de financement. Fait que vous dites, ben, regarde, on va te le mettre sur 2-3 ans, on va te le mettre sur 5 ans. Il y a plus d'allègement, plus de flexibilité au niveau des prêteurs parce que, justement, qu'on parlait de portefeuille puis de risque, mais ils en voulaient plus de tout ça. Donc, ils se sont adaptés à ce marché-là. OK. On peut-tu allonger l'amortissement aussi dans ce créneau-là? Majoritairement, oui. Tu sais, souvent, quand on parle de commercial industriel, on va parler d'une moyenne de 20 ans d'amortissement. C'est ça, exact. Dans le retail avant, quand le retail était bon, on va dire pré-pandémie, le 35 ans était même envisageable. Pas le 35 ans, pas trop vite, 25 ans était envisageable. OK. C'est encore envisageable, mais souvent, on va le voir beaucoup plus maintenant avec le propriétaire occupant. OK. Donc, tu as une entreprise qui loue de 25 à 50 de la bâtisse. Tu es considéré comme propriétaire occupant dépendamment du prêteur. Quand tu détiens la bâtisse. Quand tu détiens la bâtisse. OK. Donc, la compagnie qui est opérante, tu as une compagnie de construction qui est opérante, tu utilises entre 25 et 50 minimum de la superficie de la bâtisse. Tu peux être considéré propriétaire occupant. OK. Et c'est cette entreprise-là ou un holding, une compagnie de gestion autre qui est détenue par les mêmes personnes qui détiennent l'immeuble, ça peut fonctionner aussi. OK, OK. Donc, dans des conditions comme ça, l'amortissement peut peut excéder le 20, aller jusqu'à 25 ans. Des fois, on a déjà même vu du 27, là, mais ça, c'est sous exception. Puis même dans ces cas-là, 27 ans? Oui, 27 ans. OK. C'est un drôle de chiffre, je trouve. Ben, souvent, c'est parce que tu as des locataires AAA. OK. Donc, des gros noms de ce monde, soit une institution financière, un gros restaurant, des entités gouvernementales. Exemple, je fais un dossier dans le passé que c'était Parc Canada. OK. Donc, ça, c'est considéré AAA. Donc, plus tu en as, mieux c'est. Puis, bien évidemment, aussi, là, on parlait de l'amortissement, mais ton ratio prêt-valeur peut augmenter énormément. Lorsqu'on parle de propriétaires occupants avec certains prêteurs, on parle même de financements qui peuvent aller à 100-110 % Je comprends. Y a-tu des types de locataires dans ces actifs-là, dans le commercial? On parlait de retail qui est comme moins... pas moins chic, là, c'est juste que c'est plus risqué, visiblement. Oui, en ce moment, dû à la pandémie principalement. Mais y a-tu pas des prêteurs, c'est des locataires, là, tu sais, que quand tu as un strip mall, mettons, là, tu te dis, ben, il me semble que je ne mettrais pas ça, parce que les banques, ils aiment moins. Ben, c'est toujours les 3-4 mêmes types de locataires. Là. OK. D'un, bar de danseuse, ça, c'est le top de la ligne. C'est sûr, certain. Très dur à financer. Exactement, que les créanciers n'en voudront pas, tout simplement pour le risque réputationnel. Oui. Dans le même ordre d'idée, pour le risque réputationnel, tout ce qui est salon d'ongles, souvent c'est plus risqué, à moins d'avoir été là depuis plusieurs années. Donc, salon, quand tu dis ongles, ça peut être salon esthétique au final, là, les cils, les ongles. Ou c'est vraiment les ongles? Ouais, ben les ongles ont une drôle de réputation. OK. Souvent, peut-être à cause du backstore, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Oui, mais c'est correct. Mais au même titre, ça rentre là-dedans un peu les salons de massage un peu douteux. Mais même tout ce qui est bar, à moins d'être un gros nom. C'est sûr que si on va avec, je sais pas, là, une microbrasserie qui est connue, qui a aussi la restauration à l'intérieur, c'est différent. Ce qui est sensible aussi, c'est tout ce qui comporte dans ce même univers-là des machines à sous, machines Auto-Québec. Là. Malgré que c'est très lucratif. Ben là, c'est ça. Si tu parles bar de danseuse avec un bar en bas, avec des machines à sous, c'est sûr. C'est tout un package. Là. Exactement. C'est un cocktail pour complètement que ça fonctionne. C'est ça, exactement. Donc, pas mal ça. Puis je te dirais, comme entre les deux, un qui est comme un peu sur la clôture, là, qui peut être ou ne pas être bon, c'est un restaurant. OK.
surprenamment, mais plus l'entité, plus la compagnie est en affaires depuis longtemps, mieux c'est. Si c'est un grand nom, un Saint-Hubert, il n'y a jamais personne, il n'y a pas un créancier qui ne voudra pas avoir un Saint-Hubert si ça fait partie du AAA. OK. Fait que tu peux avoir j'imagine toutes les chaînes. C'est ça, fait que toutes les chaînes franchisées, là, ça pourrait être un Tim, ça pourrait être exact, limite, un McDo, un Subway, tout ça fonctionne bien parce que souvent, même les beaux sont endossés par la maison mère. Exactement. Okay. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. OK. Ou même des fois, un franchisé va avoir plusieurs franchises. Ouais. Donc, l'opération de la business est plus sécurisée, plus sécurisante pour le prêteur aussi. OK. Puis en même temps, si je peux me permettre, on a parlé des bons locataires, des bons beaux, entre guillemets, et les moins bons. Mais souvent, exemple, si on parle d'un strip mall, que tu as, exemple, 6 locataires, tu en as 2 qui sont très bons, tu en as 4 qui sont plus ordinaires, mais un peut compenser pour l'autre aussi. Le cas de faire compenser, c'est le risque que le prêteur va prendre, va être prêt à prendre, mais aussi en termes de paramètres de financement. Souvent, on va pouvoir t'accorder, souvent, à l'occasion, on peut t'accorder des meilleures conditions pour la portion qui est considérée AA, AAA. Ouais. Donc, si c'est 50 de la bâtisse, 50 de la bâtisse, ton amortissement va pas être sur X, avec un taux X, puis on va pondérer comme tout ça ensemble. OK. C'est des choses qui se font. Wow, OK. Quand même relativement plus complexe que du multilogement, mettons. Effectivement. Là, on parle de complexité. Les beaux aussi, c'est plus complexe. Oui, je sais, j'en fais. Là, puis je te dirais qu'il faut que tu les lises comme il faut, les beaux. Il y a des beaux de 4 pages, puis il y a des beaux de 40 pages. Ouais, même déjà, j'ai déjà vu du... c'est ça. Jusqu'à du 100 quelques pages. Là, souvent des avocats, puis on parlait des AAA, des grosses bannières, des grosses chaînes. Ça rentre là-dedans souvent. Là. Ouais, c'est ça. Même pour nous, ça devient compliqué. Tu en as déjà lu, là, ça devient compliqué à déchiffrer, savoir où à mettre où, puis à quel point. Là. Ben, puis là, tu sais, avec. Bon, c'est sûr, tu as le loyer de base, le loyer additionnel, tu as un paquet de trucs qui peuvent. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui le commercial, tu façonnes ton beau comme ça peut bien te tenter. Là. Exact. Il n'y a pas de régie du logement, il n'y a pas de TAL. Non, c'est ça. Le TAL n'est pas là, donc c'est régi par c'est le droit civil. Le droit civil. Exact. C'est tant que tu ne débordes pas du droit civil, tout peut être là. Oui, tu peux pas aller par-dessus le droit civil, ça c'est sûr. Mais tu peux être créatif dans ton beau, puis c'est ce qui fait la beauté du commercial. T'sais. Exact. Souvent, on le voit c'est sûrement déjà vu dans des listings de vente, tu as les revenus qui sont indiqués, mais ils ne prennent pas en compte l'indexation. Fait que ton bail a été signé, exemple, il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Un loyer de base X plus loyer additionnel Y. Mais ton loyer de base, maintenant, c'est celle-là plus 30 plus 30 parce que ça fait 2 ans qu'il est actif. Oui, c'est ça. J'ai vu plusieurs dossiers comme ça aussi. Fait que ça veut dire qu'il y a des opportunités sur le marché qui sont listées, puis que dans le fond, sont probablement mal affichées parce que justement, ils ont pris. Parce que c'est vrai que si tu prends le beau qui a été signé en 2020, puis tu prends juste ton loyer de base qui a été signé en 2020, puis tu ne fais pas toi-même le calcul, parce que comparativement au beau résidentiel, que tu as ton avis de renouvellement. Ben ouais, puis que c'est écrit le montant, tu sais. Exact. Que là, ça va être renouvelé cette année, c'est ça, le prix. Exact. Mais là, les autres, il faut vraiment que tu prennes le beau, tu le lis. Tu sais, fait qu'il y a un travail plus minutieux à faire dans le commercial. Oui, effectivement, c'est pas toujours inscrit clairement que tu as signé en 2020, ton loyer de base, c'est ça, le loyer additionnel, c'est ça. 2021, 2022, c'est pas tout le temps écrit super clair de même. Ça peut arriver, mais souvent, ça va être ton loyer de base, le loyer additionnel. Chacun augmente de 30 par année. C'est ça. Ou selon l'IPC. Mais là, il faut aller chercher l'IPC, il faut aller voir, OK, mais comment il a été chargé. Même le locataire, là, tu fais. Oui, c'est ça. Si le gestionnaire, il gère pas bien son immeuble. Exact. Il peut même se faire prendre au détour. Puis le locataire, s'il dit rien, je sais pas si les locataires peuvent revenir en arrière, là, mais. Je pourrais pas dire. Ou plutôt le propriétaire de dire hey, finalement, je t'ai pas bien augmenté, ça fait 3 ans, tu me dois 20 000. Ouais, c'est rétrospectif. Puis, ouais, c'est ça, exact. Ça doit être défendable, mais. C'est sûr. Puis les TGA, tu sais, moi, quand je fais un éval, un commercial, honnêtement, tu sais, je vais vraiment me baser sur un TGA la plupart du temps. Là. Ouais. C'est une valeur que je trouve qui est sûre, c'est une valeur qui est assez indicatrice. Là. Ouais. Tu sais. On parle de quoi, mettons, là? C'est tellement. La fameuse question. C'est quoi ton TGA dans le secteur, toi? Quel secteur? Quel secteur?
Là, on parle de secteur. Le secteur a une importance, une incidence vraiment, vraiment importante dans le TGA, mais aussi le type d'actif. Ah oui, c'est ça. L'état de l'actif. Tu peux avoir 2 bâtisses complètement identiques, une à côté de l'autre, mais que l'état de une est moins bon que l'autre, mais tu sais que ton TGA ne sera pas le même parce que tu as beaucoup plus de CAPEX, dans le fond, de dépenses d'entretien à mettre dans l'immeuble pour prendre en considération être en santé, exact. C'est sûr que comparativement à du multilogement, tes TGA sont un peu plus élevés. De bâtiments industriels légers, industriels lourds, dépendamment même de tes hauteurs, ta situation géographique, versus même ton commercial, ton strip mall, ta tour à bureau, tous tes TGA vont être différents. OK. Vous travaillez dans une équipe. Oui. Vous êtes 3 courtiers hypothécaires avec une adjointe administrative. Oui, bien techniquement, les 4, on a notre centre de courtage, mais Jessiane agit plus comme... ça peut, j'aime pas dire adjointe, je dirais que c'est la DG. OK. Ben, c'est ça, c'est elle qui drive le show un peu aussi en arrière, tu sais. Exact. Tout ce qui est tenir à jour les dossiers, la documentation, s'assurer qu'on a tout à temps. C'est un peu dans ce volet-là que je voulais aller. Quelqu'un qui fait affaire avec vous autres, je vous appelle, j'ai un immeuble à financer, je m'attends à être pris en charge. Votre processus, là, ça ressemblerait à quoi, mettons? Ben, tout d'abord, c'est sûr qu'on va regarder l'immeuble en tant que tel, l'immeuble qui est à financer, soit pour une acquisition, soit pour un refinancement, soit pour une construction. Oui. On va tout d'abord, ça va être nous comme courtier, soit Christian, Étienne ou moi. OK. On va regarder les chiffres ensemble. Dès qu'on s'entend, dès que tout le monde est sur la même longueur d'onde, là, on passe justement à la collecte de documentation et la signature du contrat de courtage. OK. Puis pour ces étapes-là, mais c'est Jessiane qui rentre comme maître d'œuvre dans le dossier à partir de là, dire, ben, regarde, j'envoie au client la liste de documentation, je m'assure qu'on reçoit la bonne documentation, que tout est conforme. Et c'est elle qui rédige les contrats de courtage, qui s'assure que tout le monde est bien signé. Puis après ça, mais on travaille conjointement. Oui, parce que c'est important de bien monter le dossier. Parce que si un dossier n'est pas bien monté, là, mettons, je vais prendre l'exemple de la SCHL pour un dossier qui est plus résidentiel, ben tu peux te ramasser en bas de la pile assez vite. Oui, même que maintenant, depuis très peu de temps, si on parlait des mouvements dans le marché, la SCHL a strictement annoncé que s'il manque un document, il y a de fortes chances ou de hauts risques que votre dossier soit refusé et retourné. OK. Là, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va paraître, mais en ce moment, les délais de la SCHL sont relativement bons. C'est vrai qu'ils sont bons, mais là... Mais on ne peut pas se fier là-dessus. Non. Il n'y a pas de tag que ça va rester vitam aeternam. Ben, en fait, j'ai comme une couple d'expérience dans le marché, puis je me suis rendu compte avec les années que effectivement, ce processus-là, il est cyclique aussi. Puis il y a des périodes à l'année où... ben là, il y a aussi le fait que là, on est au printemps présentement. On arrive au printemps, du moins un printemps qui va être hâtif cette année. Définitivement. Et puis là, ça vient avec un flux de monde. Moi, je dis tout le temps, le monde y dégèle. Oui. Fait que, ils sortent d'hibernation. Ils sortent de l'hibernation. Ils veulent faire des acquisitions. Là, ils sont prêts. Donc là, les dossiers vont commencer à rentrer. Oui. Puis on arrive dans une période estivale et une période de vacances. Oui. Donc, à un moment donné, ça va faire comme une espèce de... comme le trafic, là. Effectivement, mais on l'a vécu avec les nouvelles, les changements de la SCHL au mois de juin. Dans le fond, la SCHL a annoncé que pour augmenter les primes d'assurance dans les dossiers soumis après, de mémoire, c'est le 19 juin. 19 juin 2023. Puis les dépenses normalisées augmentaient aussi. Donc, il y a eu un nombre record de dossiers qui étaient soumis à la SCHL. On parle dans 4000 puis 4500 dossiers. OK, quand même. À l'intérieur d'un mois qui est rentré à SCHL. Fait que ça fait un goulot d'étranglement énorme. C'est sûr. Mais ce goulot d'étranglement-là est passé depuis peut-être 2, 3, 4 semaines. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, on voit des dossiers qui se règlent beaucoup plus rapidement. Moi, en avant, je ne vais pas nommer de chiffre parce que je ne vais pas donner cette idée-là. Je ne veux pas que s'aimer la graine en tête de quelqu'un. Là. Ouais, mais les dossiers qui se sont faits dans des temps records que je n'ai jamais vu en 9 ans. Ben, j'en ai eu un récemment, moi aussi, même d'un autre courtier hypothécaire qui est venu voir dans mon bureau et qui m'a dit... Sam, il dit, tu ne créerais pas les délais que je viens d'avoir. Puis il me dit ces délais, puis comme, même moi, j'ai fait tabarouette, c'est un dossier résidentiel, ça? Ah non, pour vrai, c'est vraiment surprenant quand tu penses que, il y en a sûrement ceux qui nous écoutent que vous avez vécu des délais juste la SCHL de 4 à 6 mois. Ben oui, ben justement, je parlais avec une courtière au téléphone tantôt, dont on a soumis une offre d'achat.
Puis la madame, c'est une femme qui a l'expérience en immobilier. C'est sûr qu'elle est dans une autre niche, elle est vraiment piéto résidentiel. Puis là, j'ai vraiment eu de la difficulté, malheureusement, à faire passer mon offre d'achat parce qu'elle ne comprenait pas nos délais. Elle, pour elle, 3 mois, c'est juste impensable. Tu sais, mais écoute, c'est comme ça que ça marche. Puis 3 mois dans le commercial multilogement, on s'entend, c'est un délai très raisonnable. Hein? Ouais, c'est normal, c'est ça. Là, je dis 3 mois, faut pas qu'on tombe dans le mois de juin, pas qu'on tombe dans les vacances. Exact. Faut surtout pas qu'on tombe dans le temps de Noël. Exact. Le Noël, c'est pire. Le Noël, on perd un mois chaque année. Là. Ah, c'est au moins 3 semaines. C'est ça. 3 semaines que soit la SCHL ou le prêteur est fermé ou du moins les effectifs sont réduits. Donc, la vitesse est réduite aussi, la vitesse de gestion du dossier. Ben oui. Puis tous les intervenants aussi sont... fait que s'il arrive un pépin ou quoi que ce soit, tu dois avoir une modification sur n'importe quel document que tu as besoin, mais c'est ça. Tu ne pourras pas l'avoir maintenant. Ça nous est déjà arrivé là, cette année, là, un 2 janvier, qu'on a reçu un message de la SCHL. Ah, ton tel document, il n'est pas bon pour X raison. Renvoie-moi-en un dans les 5 prochains jours. C'est parce qu'on est le 2 janvier. Là. Le monde rentre le 7. Là. Ben oui, puis si c'est un document bancaire, mettons, là, t'es fait. Là. T'as rien à faire. Ben non. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Il y a, bon, bien sûr, je voulais qu'on parle du fameux taux d'intérêt. Oui. On a eu la nouvelle annonce là, qui vient de sortir. Là, on est, voyons. On a Le 7, ouais. Ça a sorti hier, le 6. Hier, le 6 mars. L'annonce du taux directeur, le taux directeur qui a... Resté stable, statu quo. Exact. Puis, moi, je l'avais prédit. Ouais. Mais en fait, j'ai fait des prédictions, puis, tu sais, à un moment donné, je voulais pas trop me commettre publiquement sur mes prédictions, tu sais, parce que là, tu sais, ça se peut que je me trompe, mais c'est quoi, je me tromperais au pire. Mais ma prédiction à moi, j'avais dit, si le taux d'intérêt bouge pas là, il bougera pas avant la fin de l'année. Puis même encore là, je commence à avoir des doutes en ce moment avec la fin de l'année. Donc, je pense que 2024, ça va être... Moi, j'adopte un peu la même position. Parce qu'on est beaucoup basé sur l'inflation. Tu vois, dès que l'inflation bouge, ça devient un peu plus hésitant, le taux d'intérêt. Mm-hmm. Puis, dans la dernière année, dans les 6 à 12 derniers mois, la majorité des experts et la Banque du Canada a changé sa position sur le taux d'intérêt, le taux directeur devrait descendre, devrait diminuer. Mm-hmm. Ça fait déjà 2 ou 3 annonces. Il y a là 1 an, il disait que ça devrait diminuer à ce moment-là. C'est ça. Donc, il repousse tout le temps ça dans le temps. Tout le temps. Fait, moi aussi, j'ai pas espoir, là, mais je crois que le taux va rester stable pas mal toute l'année. C'est sûr. Et effectivement, on a espoir. Là. Moi, j'ai signé des 1 an à 7,45. Fait que j'ai espoir un jour que ça baisse. Là. On veut tous qu'on s'en aille vers ça. Oui, ça veut aussi dire que le marché reprend un peu du poil de la bête aussi, que l'inflation descend au point dont la Banque du Canada espère qu'il soit, qui est entre 2 et 3 %. Mais malgré le fait qu'on a un taux d'intérêt qui est relativement élevé, si on s'entend, là, c'est élevé depuis un certain temps, le marché a quand même de la vigueur. Oui, mais tu sais, je vais rectifier un point. Le taux est élevé. Le taux est élevé comparativement à quoi? C'est toujours ton comparatif. Oui, c'est vrai. Le taux est élevé comparativement à ce qu'on avait durant la pandémie et pré-pandémie. Ben oui, moi, c'est ça. Ça fait 9 ans que je suis dans le domaine. Ça faisait... En ce moment, depuis jusqu'à aujourd'hui, ça doit faire 10-12 ans que les taux étaient historiquement bas. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, quand tu regardes la ligne des taux dans le temps, on est encore dans le plus creux. Si on remonte un peu à l'âge de nos parents, mettons, là, quand ils ont acheté des maisons en 70, 80, 90, c'était du 15 à 20 %. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est même pas ça dans le privé. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments qui étaient différents aussi dans le marché, mais le taux, c'est encore historiquement bas. C'est juste que les taux sont bas, les prix sont relativement élevés. Mm-hmm. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais les vendeurs ont un peu de difficulté aussi à... Dans certaines classes d'actifs, c'est vrai qu'il faut s'ajuster. On dit, les prix vont baisser. Il y a des actifs qui vont baisser, c'est sûr. Je suis en train de vendre des immeubles. Encore là, baisser. C'est sûr qu'on baisse par rapport au prix qu'on était affiché, mais on arrive quand même à un prix de marché qui fait du sens. Ça fait du sens, exact. T'sais? Donc, est-ce qu'ils vont baisser? Écoute, la fin de 2023, on a eu une augmentation des valeurs. Excuse-moi. On a eu une baisse de valeur dans certains secteurs, mais si tu regardes ça sur 5 ans, on a eu une augmentation de 40 à 50 %
dans bien des secteurs. Le Sherbrooke, on a une augmentation des valeurs de fou. Oui. C'est un marché qui est en effervescence depuis quelques années. Ben oui. Il y a énormément de construction aussi. Donc, des constructions. Il y a beaucoup plus de gens aussi qui s'en allent vers l'Estrie parce qu'il y a de plus en plus aussi d'activités économiques, tout ça. Fait que c'est super intéressant. La ville de Sherbrooke qui est passée d'une ville qui était plus universitaire à une ville, donc, c'est vrai, de tout maintenant. Oui. Moi, j'avais en tête pendant plusieurs années que Sherbrooke, ça a toujours été une belle ville, une belle grande ville, mais que c'était très ouvrier et universitaire. Mais maintenant, tu as pas mal de tout, tu sais. C'est vrai que tu as pas mal de tout. Ça s'est construit beaucoup, là, mais pour reprendre ta question, oui, le marché a encore beaucoup de vigueur en ce moment. Je trouve que oui. Mais il y a eu un certain... je sais pas si c'est le mot clean-up, là, mais... le nouvel et petit investisseur, moins sophistiqué, moins d'expérience, moins aguerri, n'est plus nécessairement là. Mais ceux qui étaient déjà dans le marché, ils ont juste adopté une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de calculer aussi. Tu peux pas nécessairement, je pense que c'est un peu idéaliste, là, puis de vouloir dire, ben aujourd'hui, je vais investir un demi-million, 1 million, 2-3 millions, puis les récupérer dans un an. C'est ça. Ben là, c'est ça, j'ai un peu hâte que cette espèce de vibe-là, pas qu'elle arrête, mais tu sais, dans le sens qu'il faut que les gens reviennent au concept primaire de l'immobilier qui exactement, qui est le long terme. Le long terme, la plus-value, la capitalisation. Exact. Tu sais, l'équité que tu vas créer. Exactement. C'est une game d'équité, là, l'immobilier, tu sais. Il faut que tu aies créé ton équité, puis il faut que tu t'attendes à être assis sur un actif. J'ai écouté un podcast, justement, d'un autre invité que je vais interviewer bientôt. Puis, justement, lui, c'est ça qu'il disait. C'est que les gens qui font de l'argent en immobilier sont dans l'immobilier, qui achètent un immeuble, c'est entre 7 et 10 ans. Rentabiliser ton investissement. Oui, c'est ça, exactement. 7 et 10 ans, ça fait du sens. Puis, si tu as mal acheté, si tu gardes ton immeuble entre 7 et 10 ans, ben tu perdras pas d'argent, tu vas à la limite en faire de l'argent. Oui, exact. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent du retour sur investissement et ou qui parlent de cash flow tout le temps. Oui. C'est sûr que tu vas avoir un immeuble qui est cash flow positif, définitivement. C'est sûr que personne ne veut injecter de l'argent à moins que tu aies une grosse business opérante en arrière qui est capable de pooler du cash. Oui, puis que tu as un projet pour cet immeuble-là. Aussi. Que tu veux faire quelque chose avec dans une optique de moyen-long terme. Mais tu sais, ce qu'on voyait beaucoup avant, qui était l'optimisation rapide, maintenant, c'est plus possible pour plusieurs raisons, dont justement les taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés, qui diminuent le potentiel de financement, donc les valeurs économiques des immeubles, mais aussi parce qu'il y a plus de restrictions dans le marché pour ce genre de turnover d'actifs rapides. Tu sais, essayer de refinancer à l'intérieur de 6 à 1 an. C'est plus vraiment de toute façon, les programmes se sont adaptés. Il y a plein de choses qui font qu'on ne peut plus le faire. Exact. Écoute, il faut s'adapter. Il y a des nouveaux programmes, il y a l'APH Select, il y a plein de choses qui arrivent. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça, il faut s'éduquer. Il faut bien s'entourer. Je sais que c'est full cliché ce que je dis là, mais ça reste que c'est ça. Oui, il faut surtout bien se préparer. Exactement. Des bons acteurs dans le milieu, un bon courtier hypothécaire qui est un bon chef d'orchestre pour bien préparer ton dossier, que ce soit ton take-out, ton acquisition, ton take-out. Ouais. Est-ce que tu vas le faire en efficacité énergétique, ton projet? Tu vas-tu faire une conversion de commercial en résidentiel? Toutes ces choses-là font que tu as besoin des acteurs qui sont sharp dans le... Effectivement, que ce soit le courtier hypothécaire comme nous, que ce soit même un courtier immobilier qui connaît bien le marché, si on parle d'une acquisition, tous les autres intervenants, l'évaluateur qui connaît le type de projet que tu veux faire. Alors, tu as mentionné l'efficacité énergétique, d'avoir un bon ingénieur ou un bon spécialiste en efficacité énergétique. Ça peut toujours jouer un rôle super important, même des fois, c'est un do or die, là, comme on dit. Puis je parlais avec Étienne Racicot, qui est dans votre équipe, puis justement, lui, il parle aussi de tous les volets des subventions qu'on a présentement. Subventions d'un paquet d'affaires au niveau d'Hydro-Québec. Tu sais, les villes, ils taxent d'un bord, mais ils vont te donner un crédit quand que tu rentres dans les critères, dans certains critères. Ouais, exact. Puis par-dessus ça, tu as, mettons, Énergie, Hydro-Québec qui viennent donner des crédits. Oui, puis c'est peu connu, ça. C'est vrai que c'est peu connu. Il y a certains grands joueurs qui connaissent ça, mais encore une fois, on s'est rendu compte que c'est pas super bien marketé au niveau justement d'Hydro-Québec, au niveau. Puis eux, ils ont des sous, là, ils en ont des fonds. Ils veulent que les gens, parce que
eux, techniquement, ce qu'ils ont à faire, là, c'est donner de l'argent. Ben, puis de réduire leur consommation le plus possible. Exactement. Entrer dans les programmes. Fait qu'eux, ils doivent aller chercher ces gens-là. Puis, tu sais, déjà, je pense qu'ils sont quand même déjà occupés avec les clients qu'ils ont, mais ils en veulent d'autres. Je te donne un exemple. Ils ont 200 millions à donner en subvention dans une année. Oui. C'est beaucoup d'argent en subvention, là. Ben oui, ben oui. C'est énormément d'argent. Puis à la fin de la journée, ça s'en va dans les poches d'un développeur privé ou d'un investisseur privé qui va pouvoir offrir de l'abordabilité, offrir un meilleur immeuble efficace. Tu sais, tout ça là, fait que lui va pouvoir... Parce que, tu sais, c'est ça, c'est que si les immeubles sont pas... Je reviens à ça, la rentabilité est importante. Là. Exact. C'est le privé qui soutient le parc immobilier au Québec. Tu sais que ça soit, dépendamment de la grosseur du projet, que ce soit une subvention que tu reçois 10 000, ben c'est 10 000 de plus dans tes poches. Là. Ben oui. Même si ton projet, c'est 20 millions, là, tu reçois 50 000. 50 000, le chiffre absolu est quand même intéressant. 50 000 que, ben regarde, c'est peut-être ton... Ça paye une partie des soft costs. Exactement. C'est peut-être tes portes pour ton bâtiment qui sont là, tu sais. Oui, c'est ça, exact. C'est un 50 000 que tu reçois c'est un gimme, tu sais, c'est de l'argent. Absolument. Puis ça s'additionne rapidement. Je suis persuadé qu'Étienne en a parlé en détail. Là, il est très, très connaissant dedans, mais ça peut s'additionner assez rapidement. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis des fois, tu peux même contrôler ta construction aussi avec ça, au sens que tu avais déjà tes matériaux, mais là, peut-être si tu mets un 20 de plus pour avoir des fenêtres de meilleure qualité, ce 20 %-là, mettons qu'il te coûte, on dit 20 000 faire un chiffron, ça va peut-être te permettre d'avoir une subvention de 50. Fait qu'au final, au net, tu as 30 000 de plus. Ben oui, ben oui. Fait que ça aussi, c'est important, justement, je vais encore prêcher ma paroisse, mais d'avoir un courtier hypothécaire qui connaît bien ça pour te mettre en relation avec ces gens-là pour bien débuter ton projet. Fait que, tu sais, des plans en ligne jusqu'à la livraison du projet, on peut être, on peut avoir une valeur ajoutée super importante. Là. Ben oui, c'est sûr. Good, ben écoute, merci Alex d'être venu sur le podcast. C'est à toi, c'est un grand plaisir. Oui, vraiment, vraiment. Toujours intéressant d'en apprendre plus sur le financement. Financement que je le dis tout le temps, puis c'est super important dans nos projets. On a besoin de ça. Effectivement, c'est la pierre angulaire. Absolument. Si vous aimez l'épisode, puis si vous voulez aussi plus de contenu, vous avez des gens que vous avez en tête, là, je veux dire, moi, je connais une panoplie de gens dans le milieu, mais il y a peut-être des gens que je connais pas, puis que vous aurez aimé ça qu'ils soient assis dans cette chaise-là. Et puis, je vous invite à m'écrire en privé et à me dire, hey, cette personne-là, j'aimerais ça la voir, elle est sharp, elle a fait tel parcours, ça serait intéressant de l'entendre. Bien, écrivez-moi pour que je fasse venir ces gens-là. Je vais communiquer avec ces gens-là pour qu'ils viennent. Ça va me faire plaisir parce que l'objectif, c'est toujours de redonner de la valeur. C'est vous, les gens qui êtes sur le terrain. Puis je pense qu'honnêtement, c'est sûr qu'il y a une Golden Nugget aujourd'hui que vous avez été chercher qui va vous amener votre prochaine opportunité. Vous amener juste un petit peu plus loin. Moi, chaque fois que j'écoute soit des podcasts, que je fais un mastermind, que je fais un petit réseautage, un 5 à 7, je vais tout le temps chercher un petit quelque chose. Donc, voilà. Merci beaucoup. Allez vous abonner. Et il y a plusieurs autres épisodes sur pmml.tv, sur YouTube, Spotify. On est présent. Je vous invite à aller écouter ça. Merci à tous. Bonne journée.